Bitch, don't kill my vibe. Bitch, don't kill my vibe. Bienvenue à The Family, je m'appelle Alice. The Family, c'est ici. Qu'est-ce que c'est que The Family? Qui connaît pas The Family? Bon allez, je fais un petit update pour les quelques mains qui se sont levées. The Family, en fait, accompagne des startups en France. Et notre petit objectif dans les 20 prochaines années, c'est de donner les moyens à la nouvelle génération, de s'émanciper en fait en prenant le pouvoir par le savoir entrepreneurial. On veut créer une génération d'entrepreneurs qui s'émancipe à l'international. Et pour ça, on a créé The Family. C'est une structure qui investit dans les startups, qui accompagne aujourd'hui plus de 140 startups. C'est plus de 3600 candidatures pour entrer à The Family. Et qu'est-ce qu'on offre très concrètement? Qu'est-ce qu'ils viennent chercher? Alors on le dit comme ça, on offre de l'éducation, des privilèges et l'accès au capital. L'éducation, c'est des cours tous les jours. Ici, c'est un peu comme une école. Donc les startups viennent prendre les infos dont elles ont besoin. Les privilèges, c'est un ensemble de deals. Donc on agit un peu comme une conciergerie. Vous avez des services qui vous sont proposés et qui sont vraiment des privilèges que les autres n'ont pas. Pourquoi? Parce qu'on agit un peu comme un syndicat. C'est-à-dire qu'en ayant toutes ces startups avec nous, on peut aller voir les Amazon Web Services quand vous avez besoin de serveurs, les comptables, les avocats, et on leur dit vous voulez travailler avec les meilleures startups de France, alors il va falloir travailler dans ces conditions-là. C'est comme ça qu'on crée ce rapport de force qui du coup se rééquilibre. Et on fait la même chose également avec les investisseurs. Voilà. Donc ça c'est The Family et on aime bien en fait un peu s'attaquer à toutes les problématiques que nous, Français, en fait, ou que les gens ici dans l'écosystème rencontrent. Et notre culture, malheureusement, notre école ne nous a pas aidés, ne nous a pas poussés comme aux States, à être des super storytellers, à pitcher, raconter sa vie, en fait. On ne sait pas faire ça. Voilà. C'est plutôt quelque chose qui est pas un exercice facile. Du coup, on a lancé Pitch Don't Kill My Vibe. Le principe, c'est de faire des pitchs pour des jeunes startups qui se lancent et c'est plutôt bienveillant, hein. L'idée, c'est que on est là pour se donner du feedback. Alors, ce qui change par rapport à la dernière fois, c'est que on compte sur vous pour voter, ok? Donc nous, on donne des feedbacks en tant que jury, on va se présenter, Jean et moi, et puis le jury, ça tourne, vous verrez, il y a des nouveaux qui rentrent, qui sortent. On essaie de faire venir des gens qui ont un petit peu l'habitude de voir des startups. Et l'idée, c'est que vous votiez, vous les encouragiez, que vous appreniez aussi de ce qu'il faut faire, de ce qu'il ne faut pas faire, autant dans la façon de pitcher, donc dans la forme, que sur le fond. Alors attention, nous, on juge rarement, et même j'ai envie de dire, on juge quasiment jamais des idées. Voilà. On ne juge pas les idées. Ça, c'est à vous de prouver que votre idée vaut quelque chose. En revanche, ce qu'on juge, c'est la façon dont vous exécutez ces idées pour prouver que vous répondez à un problème qui compte. Voyez ou pas? Donc, et ça, on pourra le découvrir tout au long, peut-être qu'on en parlera un peu, mais par exemple, à The Family, on ne croit pas au mentoring. On ne croit pas qu'il y a des gens qui peuvent vous dire ce qu'il faut faire. Et on ne se positionne absolument pas comme ça. On n'est pas des mentors, absolument pas. En revanche, on essaie de donner des outils pour pouvoir exécuter. Voilà. Alors, on a sélectionné 5 startups, on a reçu 30 projets. Vraiment bien. À vous de juger. Ce soir, on est Jean et moi. Alors, Jean, je te laisse te présenter. Qui es-tu? Salut, je m'appelle Jean. Dès qu'on parle du fellowship, donc c'est-à-dire toutes les startups chez The Family ou du financement en général, je suis dans les parages. Voilà. Avant, j'étais leveur de fonds. Donc j'ai levé pas mal d'argent pour pas mal de boîtes. 50 millions pour une vingtaine de boîtes les 4 dernières années. Et donc le pitch, j'en ai fait pas mal. Jean, il passe bien. On l'envoie devant tous les investisseurs. On a été le chercher, on l'a débauché, on l'a chassé, on l'a fait rentrer dans nos familles, on est très contents. J'ai un truc aussi que j'ai oublié de vous dire, j'en profite, petite parenthèse. On a des élèves de coup d'état ici. Vas-y, lève le bras. Qui sont les élèves de coup d'état? Alright. Donc coup d'état, en fait, c'est quoi? C'est une école qu'on lance, enfin, qu'on a lancée, c'est tous les samedis et c'est pendant 3 mois. Et il n'y a pas de sélection à l'entrée, si ce n'est un prix, 2500 €, tout est samedi pendant 3 mois pour faire de la théorie et de la pratique et se lancer dans l'entrepreneuriat. Si vous voulez leur demander un feedback, ils sont là, ils sont identifiés.
ça y est, ils se lancent dans l'entrepreneuriat, ils montent leur boîte. On réouvre une saison 2, donc une session coup d'état, de septembre à novembre. C'est ça. Dépêchez-vous, il n'y a que 100 places. Et si vous voulez nous demander plus d'infos sur coup d'état, il y a Harry, lève le bras Harry. Voilà. Il y a Ousmane, lève le bras Ousmane. Il y a Antoine, lève le bras Antoine. Il y a Hugo, et il y a Jean, et il y a moi. Et je crois que c'est tout, hein, j'ai oublié personne. Voilà, donc n'hésitez pas. Allez, c'est parti. Tu t'es présenté, je me suis présentée. Tu as 5 minutes. Le jeu, c'est ça. Hein. Ils ont 5 minutes. On leur a demandé de faire un pitch en 5 étapes. Tu connais les étapes ou pas? The one sentence, the problem, the product, the market and the team. Ouais. Voilà. C'est un choix délibéré, on ne parle pas des business models. Là, on ne fait pas l'exercice du pitch investisseur. Ça, c'est un pitch, comment tu le qualifierais? Pitch produit, pitch client, pitch... elevator pitch. All right. Donc, 5 minutes. Ça, tu le fais en anglais ou en français? En français. Super. T'appelles comment? Loïc. Loïc va nous présenter Collecule. Il a 5 minutes. On réagit dans la foulée et on l'encourage. Allez, vas-y, Loïc. Alors, merci. Alors, moi, je suis le cofondateur de Collecule. Merci de m'accueillir ce soir. Alors, Collecule, c'est un logiciel de gestion de projet qui vous permet de regrouper en fait toutes les informations sur un seul support interactif et virtuel qui est une carte. Donc, on est parti du problème que on a tous passé trop de réunions dans nos boulots, on a tous envoyé trop de mails à différentes personnes, on a répété tout le temps les informations, tout le temps les mêmes informations par mail, on a écrit énormément de reporting et au final on aurait pu passer énormément de temps à faire autre chose, comme bosser sur le projet par exemple. Au final, on a cherché donc, les outils qui étaient disponibles sur le commerce au niveau gestion de projet. Donc on a des outils qui sont super complexes, comme Microsoft Project, c'est très puissant. Mais le problème, si on n'est pas ingénieur, on n'en a pas forcément besoin. Alors on peut se rabattre sur Trello ou sur Bandcamp, qui sont des bons logiciels pour au final gérer la vie quotidienne d'un projet. Mais dès qu'on est plus de 3 personnes, dès que le projet est sur plus de 6 mois, c'est vraiment, ça commence à être le bazar. Et le problème des entreprises, souvent, c'est qu'on n'a pas le budget pour investir dans ce genre d'outils. Des outils qui nous permettent de travailler mieux. Donc c'est pour ça qu'on a créé, j'espère que ça ne sera pas trop petit, c'est pour ça qu'on a créé cette solution, Collecule. Donc Collecule vous permet de gérer, de visualiser tout votre workflow de A à Z sur un projet. En fait, vous le tracez. Donc vous allez découper votre workflow en missions, définir des objectifs dans les missions, définir des équipes qui vont s'occuper de ces missions-là, donc c'est la couleur autour des missions. Et lorsque vous allez lancer votre projet, vous allez voir votre projet vivre, en fait. Donc sur chaque mission, lorsqu'on va cliquer, on va avoir le résumé de mission avec la description, les objectifs, les spécifications, et les collaborateurs vont pouvoir commenter toutes les tâches dans toutes les missions, en fait, directement sur le logiciel et plus passer par mail. L'intérêt, c'est d'avoir une réelle vue en fait, d'ensemble et que tout le monde ait accès à la même information. Et surtout, que tous les gens comprennent leur impact dans le projet, en fait. Où est-ce qu'ils se situent et qu'est-ce qui se passe si eux ne font pas le boulot. Donc, à chaque mission, on a une jauge, au final, qui est une jauge d'objectifs et plus on la remplit, au bout d'un moment, elle se valide. Et si on dépasse les objectifs, ça apparaît directement en rouge. Donc, notre marché, c'est avant tout les équipes pluridisciplinaires, les équipes multidisciplinaires. Donc, ça peut être dans les grands comptes ou dans les grandes PME, où les gens ont envie d'être plus flexibles, et ont les moyens au final de changer. Ou dans les PME et les TPE, qui sont donc des plus petites entreprises et qui n'ont pas forcément on va dire de cadre spécifique pour faire leur gestion de projet.
mais qui ont un réel besoin au final d'archiver tout leur workflow. Donc au niveau de l'équipe, je travaille avec donc, Jérémy Pinel, qui est le CTO, donc, qui est ingénieur Ruby, et qui travaille déjà sur le développement de grosses apps en SaaS, excusez-moi, donc chez Family City. Et moi, donc, qui suis le responsable produit, qui a travaillé le design et qui travaille toute la méthodologie, puisqu'on permet aussi de faire des formations pour mettre en place notre solution dans les écosystèmes des sociétés. Et j'ai travaillé donc, chez Thales et après chez Permobil, un groupe suédois, leader de l'innovation dans le médical. Voilà. Je vous remercie. Donc, un premier commentaire, c'est que tu as expliqué un pain, comme quoi c'était compliqué. Et en fait, effectivement, quand on a regardé la copie d'écran, c'était aussi compliqué que le pain. Il faut faire attention quand on fait un pitch entre donc, le problème qu'on essaie de résoudre et la valeur perçue par les utilisateurs quand ils essaient le produit. Et c'est la grosse différence entre la value proposition et la perceived value. Et il faut vraiment montrer un bénéfice à l'utilisation du produit assez simple et assez rapide. C'est le meilleur moyen de convaincre son audience. Parce que si on doit en fait expliquer les process pour convaincre, on n'y arrive jamais. C'est un principe de base, hein. C'est compliqué de convaincre une audience avec une explication de process. Il faut que ce soit assez court, assez simple, quitte à couper un peu dans le gras de la solution et aller à l'essentiel. Il ne faut pas avoir peur de ça. C'est la principale chose que j'avais à dire. Et pas plus de 3 idées dans une slide et pas trop de mots. Il y en avait un tout petit peu trop dans ta partie pain. Faut couper aussi un peu. Voilà. Ok, merci. Ouais, moi, franchement, j'ai envie de dire que c'était un bon pitch, globalement. D'abord parce que toi, en fait, tu es sympathique. Et je pense que tout de suite, il instaure un climat de générosité. On a envie de l'écouter. C'est assez simple, il n'y a pas de crispation, on ne sent pas de stress. Donc ça, c'est plutôt agréable, en fait. On sent un certain naturel, une décontraction et de la sympathie. Quand il te parle sur le fond, ne pas expliquer les process, c'est comme si vous vendiez une voiture. Je crois qu'on l'avait dit la dernière fois, il y a celui qui soulève le capot et qui t'explique quel fil est connecté à quoi et qui te raconte le moteur, et puis il y a celui qui te dit ça va te permettre d'aller du point A au point B. Voilà. Donc en gros, il y a plusieurs manières de montrer les bénéfices, et là il ne faut pas nous montrer le capot. Là, tu nous as presque fait un pitch un peu de consultant qui explique, enfin le SAP guy qui arrive dans la boîte et qui dit bon allez, on va tous se mettre à SAP, donc étape 1, 2, 3. Donc c'est pour ça que c'était un peu casual, c'était cool, mais en fait, là c'est comme si on avait déjà adopté ton produit et qu'on allait l'utiliser. Mais moi, c'est pas ça là que je veux voir, c'est à quel point aujourd'hui j'en ai besoin pour que j'ai envie ensuite de l'utiliser. Trop de Désolé. Ouais, les tics de langage. Et alors, tu vois, je sais pas dans la salle s'il y a beaucoup de gens, je pense pas en fait, qui sont du milieu PME, qui sont des potentiels clients pour toi, mais du coup, tu devrais anticiper si tu viens à Pitch Don't Kill My Vibe et te dire comment est-ce que je vais pouvoir orienter mon pitch pour que ça parle aux gens qui sont dans la salle. Voilà. C'est tout pour moi. Sinon, globalement, j'ai trouvé ça assez agréable et j'aimerais bien en fait utiliser le produit. Moi, je suis une grande utilisatrice d'Asana. Ce qu'il n'y a pas dans Asana et ce que toi tu permets, c'est le côté visualisation. Je ne juge jamais les idées, mais je me demande si ça n'est pas gadget. That is the question. Voilà. Je ne sais pas si c'est vraiment un pain que tu résous quand tu visualises le projet. En quoi on se démarque du diagramme de Gantt? Donc, alors, diagramme de Gantt, ça a été inventé par Gantt, du coup, et c'est ce sur quoi la gestion de production en fait, du début du XXe siècle s'est basée, donc le Fordisme et voilà, Taylorisme. Et on n'utilise plus beaucoup le diagramme de Gantt parce que le diagramme de Gantt, le problème c'est que c'est pas flexible en fait. Quand on va faire un projet sur Gantt, c'est souvent des projets longs. Et le problème de Gantt, c'est que si on a envie de revenir, il nous arrive toujours des pépins sur un projet, on doit rajouter des missions, on doit raccourcir des phases, des choses comme ça. Le problème de Gantt, c'est que ce n'est pas flexible pour ça. Et malgré toute la bonne volonté de Microsoft Project à essayer de le rendre flexible, ils n'y arrivent pas. Et ce n'est pas lisible. De toute façon, Gantt, c'est lisible pour les ingénieurs, pour les chefs
vraiment les chefs opérationnels, mais ce n'est pas lisible pour les personnes qui vont travailler sur le projet. Là, nous, l'intérêt, c'est que tout le monde visualise le workflow. L'intérêt, c'est que tout le monde comprenne comment le projet, au final, se déroule, pour mieux travailler dedans, justement, pour mieux comprendre son impact. Et l'intérêt, c'est que nous, c'est beaucoup plus flexible, parce que le chef de projet, c'est lui qui va réellement tracer sa vision sur le produit, et il va réellement expliquer ce qu'il a envie de faire comme conduite de projet. Et nous, par exemple, on limite pas, on peut très bien faire des projets libres où tu n'as aucune fin, par exemple. On peut faire des projets de recherche, on peut faire des sprints pour les méthodologies plus agiles, pour le travail informatique. On peut justement faire du waterfall comme avec Gantt. Donc nous, on est beaucoup plus flexible que ça. Un commentaire sur la forme qui rejoint un peu ce que disait Alice sur l'audience. Je pense que ça aurait été plus impactant s'il y avait un peu plus de regard vers les personnes de l'audience pour créer vraiment une connexion, qu'on se sente dans le truc, quoi. Voilà. Ok. Est-ce qu'on a des exemples de personnes qui utilisent déjà notre plateforme? Donc, alors, on est les seuls à faire ça, déjà. Et déjà, on ne le fait pas, puisqu'on lance la bêta, en fait, ce mois-ci. Mais par contre, on est déjà en train de mettre en place ça, ce processus et cette façon de penser sur un projet événementiel avec 150 personnes qui vont travailler en remote partout en France sur un festival où il y aura 70 000 personnes. Voilà. Et on a après d'autres projets, on a justement de mon ancienne entreprise, Permobile, très intéressé par l'outil, et on va même mettre ça en place aussi dans des écoles en conception de produits à la rentrée. Merci à vous. Bonjour, alors je suis Adriana Vecchioli, je suis la fondatrice de Findit et je suis vraiment très heureuse d'être ici avec vous et j'espère que vous aussi. J'ai une petite question à vous poser d'abord. Est-ce que ça vous est déjà arrivé un jour de garer votre voiture quelque part, par exemple pour aller à une soirée, et d'être absolument incapable le lendemain de la retrouver? Bon, il n'y en a aucun qui lève la main parce que vous êtes tous des petits malins. Ah ouais, d'accord. Je suis sûre qu'il y en a beaucoup plus et qui c'est arrivé. Alors, bonne nouvelle, grâce à Findit, ça va faire partie de l'histoire ancienne. Parce que Findit, c'est une application pour Google Glass qui enregistre l'emplacement de vos affaires afin de ne plus les perdre. Pourquoi Google Glass? Qu'est-ce que les Google Glass? Alors, petit rappel, c'est une paire de lunettes connectées qui vous permet de faire grosso modo les mêmes choses qu'un smartphone, comme passer des appels, envoyer des messages, des photos, et aussi installer des applications. Et c'est beaucoup plus pratique et beaucoup plus rapide, puisque tout est là. Vous n'avez plus à regarder votre téléphone et à détourner votre regard, etc. Et aussi, elles sont commandées par la voix, donc vous avez les mains libres, et vous pouvez continuer de faire ce que vous étiez en train de faire. Et pour nous, pour Findit, c'était vraiment très important, parce que vous pouvez enregistrer vos affaires, l'emplacement de vos affaires en moins d'1 seconde, et tout en gardant les mains libres et continuer de faire ce que vous étiez en train de faire. Concrètement, pour ce faire, vous dites juste « OK Glass, remember this, my car », et l'application prend une photo de l'objet et enregistre la localisation. Et hop, c'est sauvegardé. Après, plus tard, lorsque vous voulez récupérer vos affaires, c'est encore plus simple. Vous avez juste à dire « OK Glass, find my car », et là, il y a la photo qui apparaît, vous avez l'emplacement, et vous pouvez accéder au GPS si jamais vous en avez besoin. Aujourd'hui, Findit est disponible uniquement sur Google Glass, mais à terme, on voudrait faire un service multiplateforme pour indexer vos objets et pouvoir les suivre en temps réel. Et pourquoi pas avec des trackers en Bluetooth ou des puces RFID pour suivre leur localisation exactement. Si vous pensez aussi à l'utilisation de Findit dans le cadre professionnel, imaginez combien ça pourrait simplifier votre vie. Genre à chaque fois quand l'équipe machin a emprunté le dossier bidule ou l'outil bidule, plus besoin de leur courir après pour toutes les ressources partagées, les outils ou pour suivre votre stock. Ce serait possible grâce à Findit. Donc Findit, c'est grosso modo la bibliothèque virtuelle de vos objets réels pour indexer l'ensemble de vos objets. Et pour résumer notre vision en 3 mots, c'est « Free your mind ». Genre, pensez combien c'est beaucoup plus simple, c'est beaucoup mieux quand vous avez l'esprit libéré de ce genre de soucis à 2 francs pour pouvoir vous consacrer réellement sur ce qui compte pour vous. Et ça, c'est possible grâce à la Dream Team Findit, Ali et moi.
Alors, on a tous les deux en commun le fait qu'on a changé de carrière en cours de route. Moi, je travaillais dans le marketing pour des marques de luxe, de cosmétiques aux États-Unis. Et j'ai arrêté avant de me consacrer à la programmation et aux bases des computer science. Et Bromo, lui, était mathématicien spécialisé dans la modélisation dans l'espace. Puis pour un projet perso, il est devenu développeur Android. Donc maintenant, c'est un développeur spécialisé dans la géolocalisation de talent. Aujourd'hui, la bêta est disponible et on a 50 utilisateurs actifs, donc c'est-à-dire des gens qui ont des Google Glass et qui l'ont téléchargé. Et c'était pas simple depuis l'Europe, donc je pense que tous ceux qui sont en France et au Royaume-Uni et aux alentours, on les a couverts. Et on a eu des feedbacks extrêmement positifs. Et grâce à ces feedbacks et aux changements qu'ils nous ont proposés, dans 2 jours, on va sortir la version 1.2 de la bêta. Donc merci beaucoup, c'était Find It. Et je voudrais juste ajouter que je cherche aussi de nouveaux développeurs Android et des business angels. Et pour ça, vous pouvez me contacter à adriana@getfind.it. Merci beaucoup. Moi, j'ai adoré. Alors voilà. Alors moi, je suis biaisée à la base parce que j'adore quand c'est des filles qui pitchent déjà. De base, ça fait plaisir. Non mais c'est vrai, on est dans un milieu où il y a tellement de mecs. Et en plus, elle assume quoi. Donc voilà, ça fait plaisir. Très naturel aussi, je t'ai trouvé voilà, sur la forme, pas coincé, vraiment, même plutôt solide. Hein, je me suis dit solide. Il y a un petit côté presque un peu personnage de manga. Bah oui, parce qu'il y a les lunettes, il y a la jupe, il y a les cheveux et tout. Mais en même temps, il y a c'est très carré, quoi. Donc c'est bien d'avoir les deux côtés. Alors, tu as réussi à mettre genre machin bidule en une phrase, Ouais. dans un pitch. Quand même, fais gaffe, parce que même si je suis pas du tout, je suis la pire là-dessus. J'utilise aussi également, donc je suis pas du genre à devoir donner l'exemple là-dessus, mais il faut pas. Alors genre machin bidule, on évite dans le pitch. Ça c'est pas bien. Et en fait, alors, à un moment, souci à 2 francs. Bon, Pareil. on est passé aux euros, mais souci à 2 francs, ça fait un peu trop casual, un peu trop cool, un peu trop on est entre nous. Et donc du coup, ça peut faire un petit peu perdre de la crédibilité. Après, moi, je suis séduite. Je n'ai pas de Google Glass, donc je ne suis pas potentielle utilisatrice de ça. J'ai du mal à me projeter. J'imagine que Google est à fond à te soutenir, parce que ce genre d'application, il doit y avoir tellement peu de gens qui développent des choses pour Google Glass que je suis certaine que tu es soutenu. Donc ça, 1. 2, solide dans le pitch, mais aussi dans l'équipe. Moi, j'ai été vachement séduite par la présentation que tu as faite de ton équipe. Et toi, qui viens d'un monde assez top-down, le luxe, où on se dit elle a dû finalement être très bien formatée dans des process, et elle a dépassé ça, et elle a fait du computer science. Waouh! Donc ça c'est impressionnant, hein, comme ça, et ça donne envie de tester et de croire et de voir. Maintenant, tu es au tout départ, hein, la bêta, il y a 50 personnes. Pour un produit comme ça, je pense que tu peux y aller encore plus sur la démo. C'est-à-dire qu'on aimerait presque voir un mini-film de 30 secondes où on a l'impression de porter les lunettes, clip le car, machin, et là je me suis perdue, hop, la voiture. Vraiment voir l'interface, tu vois, voir le produit. Et limite, parce que là on a besoin de rentrer, on est tellement dans du B2C, on est tellement dans du consumer qu'on a besoin de se projeter. Je pense que qui ici a des Google Glass? Voilà. Le truc, c'est que, tu vois, personne encore, c'est tellement petit, c'était tellement niche. Alors voilà, ça c'était mon feedback. Moi, j'ai trouvé ça super solide, c'est frais, c'est une nana, ouais, j'ai adoré. Je savais pourquoi je t'avais laissé le micro. Non, c'était vrai, c'était très sympa ton pitch. Après, c'est que le problème de Google Glass, c'est que effectivement, comme tu l'as vu, c'est pas très mainstream. Et juste dans ce type d'application, comme c'est assez trivial en fait, le principe de chercher un objet, il faut parler un peu de l'écosystème autour de comment est-ce qu'on faisait jusqu'à présent et qu'est-ce qui existe, etc., etc. Parce que c'est assez crowded comme space. Il y a plein de projets comme ça sur Kickstarter, etc. Et si tu veux te démarquer ou montrer comment tu te démarques, au-delà de l'équipe et de votre résilience et de vos efforts, etc., il faut un peu montrer ça. Donc n'hésite pas à parler un peu de l'écosystème autour de ça. Voilà.
Déjà, je voulais te féliciter pour ta présentation, parce qu'effectivement, c'était très dynamique et Merci très bonne beaucoup. présentation. Moi, la question que j'avais, c'était de savoir en fait pourquoi vous aviez priorisé Google Glass et pas un écosystème peut-être plus répandu comme une application mobile ou autre chose. Bah, c'est une très bonne question. Alors tout d'abord parce que ce que j'ai très rapidement évoqué, c'est pour l'expérience utilisateur au début. Le fait que ce soit beaucoup plus rapide et tout, parce qu'un des problèmes qu'on a aujourd'hui avec nos bêta-testeurs, c'est qu'ils oublient de dire OK, remember this, et de sauvegarder leurs objets, et ils vont essayer de chercher find, et l'objet n'a jamais été sauvegardé. Donc pour ça, on a essayé de faire la chose la plus rapide et la plus simple possible, alors qu'avec un smartphone, il faudrait le sortir, prendre la photo, etc. Et on s'est dit que c'était pas trop viable pour le moment, mais on va sortir après la version smartphone. Aussi parce qu'on part du principe que d'ici 3 ans maximum, ce ne sera pas forcément les Google Glass, mais les lunettes connectées seront devenues mainstream. Déjà, il y a Microsoft et Samsung qui vont annoncer les leurs à l'automne prochain. Et nous, on croit énormément en fait, à toute la technologie wearables. Et donc, on voulait se positionner dès le départ sur ça. Oui, bonjour. D'ailleurs, moi aussi, je voudrais vous féliciter pour cette belle présentation. Je ne peux pas résister à poser une question pour ma propre curiosité. Et quelle est la précision de la localisation, par exemple, un auteur, je ne sais pas, d'un livre, vous avez montré une étagère avec des livres. Est-ce qu'on peut vraiment localiser un livre voilà. Alors aujourd'hui, la précision de la localisation dépend de beaucoup de facteurs. Si par exemple vous êtes en Wi-Fi, c'est environ de 2 mètres. Et si vous êtes en 3G, ça diminue énormément. Mais c'est aussi pour ça qu'on prend une photo, parce que pour le cas de petits objets, ça permet d'ajouter un peu de contexte et de montrer exactement où se trouve l'objet. Bon, encore une fois, bravo pour la présentation. Et j'avais juste une petite question sur si on a plusieurs objets enregistrés. Ouais. Est-ce qu'on va donner un tag à l'objet quand on va l'enregistrer? Ouais, en fait, c'est la première chose que tu fais, c'est tu nommes l'objet. Et après, ensuite, ça prend une photo et ça enregistre la localisation. Puis après, tu dis find something, le nom de ton objet. Et si par exemple, soit ça a un seul objet, et si tu as plusieurs voitures sauvegardées et que tu as beaucoup de chance, bah, tu dis car, et là, tu as toutes les voitures qui apparaissent et tu choisis la bonne. Est-ce que vous avez pensé à la reconnaissance de forme pour les objets? Ouais, en fait, l'idée, ce serait d'après de supprimer la partie remember, qu'elle se fasse automatiquement. Donc, pour le moment, on est en train de brainstormer de pas mal de manières différentes. Alors, on pensait quelque chose qui prenait une photo toutes les 10 secondes, mais on s'était dit et qui après reconnaît la forme. Mais on s'est dit que ça faisait des problèmes déjà de vie privée, que ça ferait, ça utiliserait la batterie immédiatement de l'application. Donc, ça fait partie des pistes qu'on envisage et qu'on expérimente aujourd'hui. Je voulais savoir, c'est quoi la valeur ajoutée par rapport au téléphone, par rapport à une application que je peux avoir sur mon téléphone qui me permettrait de reconnaître ma voiture? Bah, déjà, c'est immédiat et beaucoup plus rapide. Et en fait, on a remarqué que dans ce genre de choses ou d'applications, ça joue vraiment à quelques secondes. Et si le process dure plus de 2 secondes, l'utilisateur va, donc le process total, c'est-à-dire prenant aussi en compte prendre le téléphone, déverrouiller, etc. et tout, l'utilisateur va juste laisser tomber et faire comme il faisait avant. Je voulais savoir combien d'objets on peut enregistrer. Est-ce que c'est illimité? Bon, aujourd'hui, comme on n'a pas beaucoup d'utilisateurs, c'est illimité. Je pense qu'après, on laissera une limite, mais qui serait vraiment assez très large, du genre sans objet, de manière à ce que les gens l'utilisent vraiment. Parce que si par exemple on met que 10 objets, les gens vont devoir choisir quels objets ils sauvegardent et bon, c'est fini, après ils ne l'utiliseront plus. Ok, bravo, merci. On la félicite. On remarquera, c'est vrai que la plupart des questions, là, c'était vachement sur l'usage, en fait. Est-ce que ça répond vraiment à l'usage? Est-ce qu'il n'y a pas une fascination pour les Google Glass? Et de toute façon, on n'est pas un public convaincu puisqu'on n'a pas de Google Glass. Donc c'est difficile de s'imaginer ça. Mais on a tous besoin de retrouver des objets. Ça, c'est sûr. Graham Steele et ma boîte s'appelle CryptoSense. CryptoSense. Ok. Ça va être très tech, c'est pour ça que je fais un peu d'humour avant. Je décontracte avant qu'on rentre dans le dur de la technique. Allez, c'est parti, CryptoSense, c'est à toi. Merci bien. Alors, CryptoSense, on fait du logiciel. On fait du logiciel qui se comporte comme un hacker, en fait. C'est une sorte de hacker à l'intelligence artificielle qui va essayer de craquer un système, juste comme un hacker va le faire,
mais rapidement et dans une manière très malin et très systématique qui va permettre aux entreprises de trouver des failles de sécurité avant qu'ils soient exploités par les vrais hackers. Est-ce que c'est un vrai problème pour les entreprises? Oui. Ce photo-là, c'est une vraie photo. C'est un selfie, en fait, qui a été pris par le mec à votre gauche, là. Ils sont dans une voiture avec 40 000 $ sur la siège. Ils viennent de pirater le réseau de distributeurs à billets. Ils faisaient partie d'une bande de gangsters mondiale qui, dans une manière synchronisée, a réussi à tirer 35 millions d'euros équivalents du réseau. Et comment? Ils ont réussi à craquer un système qui a été fortement protégé par la cryptographie parce que quelqu'un a laissé un tout petit trou, un truc mal configuré qui a laissé passer l'attaque. Et c'est exactement ce genre d'attaque qu'on essaie de trouver avec notre technologie. Alors, si les bons dieux des démonstrations live sont avec moi, je vais te faire un tout petit démo. Alors, ne vous inquiétez pas, on ne va pas craquer une vraie banque en live. Ça sera un simulateur, mais c'est un simulateur qui tourne exactement comme les appareils dans les vraies banques. Donc, vous allez voir la vraie chose dans ce sens-là. Je vais juste taper sur le bouton et on va voir tourner des choses qui sont complètement techniques et encore rien. Mais je vous assure que ce qui se tourne là-bas, en fait, c'est deux algorithmes. Un algorithme d'apprentissage, où le logiciel apprend comment ce appareil particulier a été configuré et mis en œuvre. Et un deuxième algorithme qui cherche le modèle qui a été apprenti et qui trouve un chemin très très caché avec des paramètres un peu bizarres qui peut faire fuir une clé cryptographique à la fin. Voilà. Et toutes les choses en vert là, vous voyez que ça a marché. Alors, le marché pour ça, évidemment, toutes les entreprises actuellement, ils utilisent la cryptographie, mais certains marchés sont évidemment plus cibles que autres. Surtout les banques, parce que les banques, là, le modèle de business dépend vraiment sur la cryptographie pour les échanges entre les banques, pour le réseau distributeur billets, pour tout ce qui est protection des données personnelles. Donc pour nous, le premier beachhead, ce sont les banques qui utilisent un certain standard, je ne vais pas expliquer les détails techniques, mais un certain standard, et on a vraiment mis à point notre outil pour ce standard-là. Et puis le jeu, en fait, c'est de l'étendre vers toute la gamme des standards utilisés dans les banques et dans les autres entreprises. Et jusqu'à maintenant, on a 2 parmi les 5 banques les plus grandes en Europe comme clients, ainsi qu'une agence de sécurité nationale d'un certain pays européen. Voilà l'équipe. Donc il y a moi, j'ai deux ingénieurs et j'ai un sorte de conseil scientifique qui est avec moi. Et le plus important, c'est la pêche. Donc s'il y a quelqu'un dans la salle qui a la pêche pour venir travailler avec nous, vous avez certainement vu qu'on est tous très techniques et on cherche quelqu'un de business. Quelqu'un qui peut nous aider à passer par les processus de vente très complexes dans les banques, dans les entreprises, quelqu'un qui a de l'expérience de ces choses-là, c'est ce qu'on cherche. Donc là, vous avez tous mes détails de contact et viens me voir après. Merci beaucoup. Bon, déjà, c'est couillu de faire un pitch sur un soft comme ça, et encore plus couillu de faire une démo avec des chiffres qui tournent, donc bravo. Merci. Je sais pas bien ce que ça voulait dire, mais ça avait l'air convaincant. Sur ton pitch, mets des mots plus gros. Ah oui. Voilà, ouais. Par principe. Sur un sujet comme ça, il ne faut pas hésiter, comme en fait il n'y a pas beaucoup de sexiness dans le reste de l'histoire, à raconter une histoire initiale, comment est-ce que vous en êtes arrivé là, etc. Et juste un petit coup de main, il y a un blog post qui est sorti hier sur le site de Andreessen Horowitz, le VC américain, justement sur la vente de SaaS et de software. Et j'invite tous ceux qui font du SaaS ici à le lire, parce que le mec qui a écrit ça est une légende. C'est Carney, c'est ça? Exactement. Oui, je l'ai lu ce matin. Exactement, en fait. Ouais. Très bien. Voilà. Et tu as une bonne pêche, effectivement, et c'est très agréable. Bravo. Merci. Moi, je voulais te féliciter aussi, parce que c'est la première fois que je suis très fière de pitch Don't Kill My Vibe, hein, comme quoi même les Américains pitchent en français. C'est le monde à l'envers. Je suis britannique, mais merci quand même. Excuse-moi.
Effectivement. Non, mais donc du coup, ça rajoute beaucoup d'empathie pour le public parce qu'il va dire des trouvés et des gangsters avec un accent hyper sympa. Donc déjà, ça c'est très agréable à écouter. Et tu as une diction qui est... Donc du coup, tu vas lentement et on comprend tout et tu es très pédagogue. Tu as les qualités de l'ingénieur, c'est-à-dire que c'est très structuré en fait. Et on a compris, franchement, bon, t'as rien montré t'es pas rentré dans comment vous avez créé l'algorithme. C'était vraiment une démo live ou c'était Non, c'était un vrai live. Ouais, Okay. ouais. On peut, si quelqu'un veut venir jouer après avec le truc live, ça serait D'accord. avec plaisir. Bon, ça, c'est des sujets hyper sensibles. C'est-à-dire que je pense que c'est bien de s'exercer au pitch. Là, je pense que l'enjeu pour lui, c'est surtout de trouver un bizdev, enfin un bizguy, je veux dire, quelqu'un qui a envie de l'accompagner. Ça donne envie. Ça donne envie parce que ça a l'air extrêmement solide et que en même temps l'équipe d'ingénieurs incarnée par toi aujourd'hui est suffisamment ouverte pour venir s'essayer à l'exercice du pitch devant un public qui ne connaît pas. Donc, voilà, moi je trouve que si ton objectif c'est de recruter, et parce que derrière l'enjeu c'est pas forcément des gens ici, mais il y a une vidéo et on va la pousser. Donc c'est bien, ça sert à ça aussi, Pigeon Key My Vibe. Après, en termes de clients, d'aide, ici dans la salle, ça va pas. Je pense pas qu'on réussisse à aller très loin. Mais en revanche, c'est des boîtes qu'on a déjà accompagnées. Il y en a certaines qui sont dans ce domaine-là qu'on a suivi, soit à The Family, soit avant. Et je serais ravie de pouvoir te présenter aux gens qui traitaient ces sujets. C'est des sujets hyper sensibles. Et c'est pas que les banques, c'est aussi les États, en fait. C'est souvent eux qui sont les plus friands. La Russie est numéro 1 de ce genre d'outils. Non, mais voilà, donc c'est moins un pitch client là que tu faisais, plus un pitch effectivement rejoignez ma team. Et pour ce pitch-là, tu l'as super bien fait, ça donnait envie. Merci. Dernière remarque, quand t'as vendu quand même à 2 banques, donc bravo. Oui. Explique pourquoi est-ce que tu as réussi à leur vendre, ce qu'elles utilisaient avant, et pourquoi est-ce qu'elles ont perçu de la valeur dans ton produit. Je le répète encore, mais vraiment la valeur perçue par les clients, c'est super important. C'est le meilleur moyen de démontrer par l'exemple pourquoi le produit est bon et pourquoi est-ce qu'il a de la valeur sur le marché. Et ça vaut tous les discours du monde. Voilà. Tu connais P1 Security ? En fait, Philippe est un shareholder chez nous. Ouais. Ça ne m'étonne pas. Enfin, je ne suis pas un pro de la sécu, je voulais juste savoir à quel niveau s'élevaient les recherches des vulnérabilités dans le système. À quel niveau vous voulez dire dans le stack d'une banque ? Non, jusqu'à où quelle poussée votre logiciel va avoir dans le système ? Puissance de la sécurité des banques, en fait, ça dépend des banques. Certaines banques ont une politique très pro, qui ont une politique de risque où ils veulent avoir toute la meilleure technologie, et certaines autres font ce qui est requis par les minimums des standards internationaux. Donc ça dépend de la banque. Donc je ne veux pas dire sur la vidéo quels sont les bons et quels sont les mauvais, mais voilà. On t'a posé plusieurs questions. Fais bien attention aux questions qu'on te pose, de répondre aux questions, et ça vaut pour tout le monde. Enfin, on prend la question, on y répond. Et d'ailleurs, un conseil pour tous vos pitchs, quand vous allez voir des investisseurs ou des business angels, évitez de rallonger la réponse des questions. Parce que ce qu'il faut que vous gardiez à l'esprit, c'est que si vous maîtrisez très bien votre sujet, la personne en face de vous ne la maîtrise pas du tout. Et votre but, c'est de faire passer peu d'informations, mais très bien, de façon à ce que cette personne-là soit capable de pitcher elle-même votre idée en 10 secondes à n'importe qui le lendemain. Voilà, donc de l'information précise, concise, et des réponses aux questions exactement de la même chose, quoi. Précise, concise. Évitez de vous perdre dans tout un tas d'explications, ça sert à rien. Ok, merci d'être là encore pour m'écouter. J'ai un peu le trac, en fait, les remarques d'Alice concernant les slides m'ont mis le trac parce qu'en fait, je me rends compte que les 2 slides de devant, ils auraient dû être après. Donc, je vais essayer de faire avec. Je m'appelle Kamel, j'ai travaillé en télé, j'ai travaillé dans la presse féminine. Je vais commencer mon pitch par une petite histoire qui va vous parler un peu de l'origine de ce que je fais. Je travaillais dans la presse féminine et j'ai décidé d'arrêter parce que ça ne correspondait pas du tout à mes valeurs. Et puis un jour, je me suis demandé, question existentielle, qu'est-ce que j'allais faire de ma vie. Et je me retrouve avec le magazine Paris Match, avec en photo Jamel Debbouze et Mélissa Torio en train de marcher dans la rue, dans la nuit, amoureux, heureux. Et tout à coup, j'ai senti quelque chose que je n'avais jamais senti de ma vie en regardant une photo. Tout à coup, je me suis senti bien dans ma peau. Et c'était étonnant parce qu'en face de moi, je n'avais pas un mannequin. J'avais un mec d'1m63 comme moi. Pas forcément beau, hein, mais il est sympa, je le connais, il est très sympa. Et je me suis dit, waouh, ce mec-là, finalement, il me fait me sentir bien dans ma peau. La photo, réaliste, le contexte, c'était assez sympa. Et puis, je me suis senti dans un sentiment de désir d'achat. Il avait un
un béret, une veste Adidas or, un jean et des baskets. Je m'en souviens comme si c'était hier parce que ça a changé ma vie. Et tout à coup, je me suis dit, waouh, moi qui n'achète pas souvent en ligne, j'ai envie d'acheter. Et l'économiste que je suis se dit, tiens, je me sens bien dans ma peau, j'ai envie d'acheter, il y a un business à faire. Alors j'ai contacté tous les magazines féminins, bien sûr, pour leur proposer de faire du street style. Je me suis fait jeter par tout le monde, du street style. Donc photos de gens dans la rue, pardon. Donc je me suis dit, en voyant ça, ok, j'ai décidé de devenir photographe du jour au lendemain. Donc j'avais jamais fait de photos dans ma vie. J'avais réalisé des centaines de reportages pour la télé, mais j'avais jamais touché un appareil photo. J'ai contacté tous les magazines féminins pour leur proposer de faire des photos de street style, me balader dans les rues, capturer la beauté naturelle des gens, révéler les styles sympas. Je me suis fait jeter par tout le monde, bien sûr. Et j'ai lancé mon blog en octobre 2007. J'ai pris un appareil photo, voilà. Et puis j'ai commencé à faire mes photos façon documentaire, comme ce que je faisais en télé. Et ça a bien marché. Et pour vous montrer que ça a bien marché, le genre de photos que je fais, c'est tu marches dans la rue, je te surprends, je dialogue avec toi et je continue à prendre les photos pour révéler ton humanité. Et voilà ce que ça donne à New York. J'aime bien New York. Voilà ce que ça donne. Voilà ce que ça donne. Vous voyez une photo, mais c'est des séries de photos que je fais. D'accord? Alors, les commentaires que je reçois, je vais demander à James qui parle anglais. Est-ce que James, tu peux lire le début du premier commentaire? David. Yeah, we'll work on that later. Seriously, you're one of my favorite Instagrammers. I love every photo you take and share with us. The thing is, there are many awesome photographers out there, but you always capture pictures where you can see emotions. You tell a story to every photo, and I absolutely enjoy reading them. You are unique, and that's something great. Plus, I really love the fashion. Smile face. Stay the way you are. Toutes les marques se demandent comment on va communiquer avec les clients, les internautes. Je pense avoir trouvé une bonne solution. Il y a ce genre de commentaires que je reçois tous les jours. Si vous allez sur mon compte Instagram, Style and the City, vous allez recevoir ça. Ça a validé une première chose, qu'il faut de l'humain, plus qu'hier, dans ce que les marques vont proposer. Et le deuxième commentaire que je vais te faire lire, mon cher, c'est celui-là. Est-ce que tu peux lire ? Yeah, I'm changing my name. Which part? I absolutely love? I'm sorry. I absolutely love the pictures you take. Every new outfit I see makes me want to go shopping and look for it so I can recreate the look. Next one. Alors attendez, vous allez applaudir. Non, juste le dernier. Parce que là, on va arriver sur la partie business. Leather jacket is definitely both cool and class. Do you know where we can find these two? At least the women's one, please. Génial. Donc vous l'avez bien compris, le projet dont je vais vous parler va consister à essayer de proposer aux marques, à aider les marques à vendre plus et mieux au travers du storytelling. Donc celles-ci, on les a déjà vues. Quel est le problème? En fait, le problème, je vais vous poser la question. Est-ce qu'il vous est déjà arrivé d'être dans un endroit, la rue ou quelque part ou n'importe où, même ici, vous voyez quelqu'un dont le style vous inspire au point de vous dire, tiens, j'aimerais bien l'acheter ce truc. Est-ce que ça vous est déjà arrivé? Levez la main. Bien. Mais vous ne pouviez pas. Hein, jusqu'à ce que vous tombiez sur Style and the City qui va changer votre vie. Un peu comme Instagram. C'est de l'ironie, mais c'est une ironie à 1 milliard quand même. Ok. Alors, qu'est-ce que je suis en train de créer? J'ai créé une première application dont je vais vous parler dans quelques instants. En ce moment, je suis en train de créer une plateforme mobile où les marques, les influenceurs vont pouvoir partager des valeurs au travers de belles histoires, des histoires photos, textes, comme sur un blog. Elles vont aussi pouvoir économiser de l'argent. Pourquoi? Parce qu'à travers cette personne... Merde! Pardon. Merci infiniment. Oh. Non, il n'y a pas de souci. Hein. Il n'y a pas de souci, mais c'était très long. Mais... Tu peux nous expliquer ce qu'il y a sur cette slide, s'il te plaît? D'accord, allez, juste celle-ci. En fait, je suis en train de créer une plateforme sur laquelle les marques vont pouvoir poster des histoires, d'accord, s'inspirer de ce que je fais. C'est-à-dire, on poste des photos, des textes, mais on ne parle jamais de mode. On parle de valeurs humaines, je vous donne juste un exemple précis. H&M, vous voyez les campagnes de pub partout, d'accord? Moi, ma stratégie, c'est celle-ci. Plutôt que de payer 50 000 € une page de pub, plutôt que de payer des millions de campagnes, donnez des appareils aux mannequins et elles font les coulisses, le making-of, elles se prennent en photo dans la chambre, elles s'amusent, etc. Et moi, je fais aussi, bien sûr, des photos, puisqu'il faut qu'il y ait une ligne éditoriale. C'est ce genre de contenu
contenu qui est partagé sur Instagram, sur les réseaux sociaux, qui fait qu'on crée de l'humain. Cette plateforme va permettre aussi aux marques d'économiser de l'argent. Pourquoi ? Parce qu'à partir du moment où les utilisateurs peuvent mémoriser une photo qu'ils ont aimée, une photo où, j'invente, je dis H&M, pour que ce soit plus facile, à partir du moment où ils ont mémorisé une photo H&M, H&M peut targeter spécialement cette personne-là. On peut même faire de la géolocalisation grâce à Parse. Je voudrais vous remercier parce que j'ai découvert Parse ici. Donc voilà. La troisième chose, bien sûr, c'est qu'ils vont pouvoir aussi vendre. Vous voyez sur Instagram, les gens appuient sur la photo et vous voyez les tags sortir. Et ça renvoie sur les pages des marques. Au lieu de renvoyer sur la page des marques, ça renverra directement sur la page produit. Sauf qu'on ne met jamais en avant le e-commerce. On parle d'abord d'histoire. Et si ça inspire les gens en appuyant peuvent acheter. Pour reproduire exactement l'expérience que j'ai voulu, pour éviter aux marques de communiquer seulement sur les produits. Et pour moi, c'est l'avenir. Et j'ai juste oublié de vous dire, c'est que j'ai lancé une première application. Et 300 000 téléchargements en 1 an et demi. Et 96% de personnes qui sont encore là après 1 an, alors que le taux de survie d'une application, elle est de 3 à 6 mois. 96%. C'était dans les slides suivants, mais... Ok. Voilà. Bon, bravo Kamel. Merci. Déjà, comment ? Tu veux télécharger, c'est ça ? Alors ça s'appelle Style and the City, Style and the City en anglais. Donc c'est une application au final. Alors en fait c'est une application, c'est de la V1 qui m'a permis d'avoir des statistiques, à savoir que les gens adoraient les romans photos, que les gens étaient addicts. Ouais. Comment on dit ? Je sais Addict, plus en français. ouais. Addicts. Donc c'était la première étape. Ils aimaient les styles, ils aimaient le concept de roman photo et ils venaient souvent. Ok. Donc c'est 96%. Ah oui, les temps c'est entre 14 et 20 minutes par session. Si vous êtes développeur, vous savez ce que ça veut dire, c'est important. Le Japon est le premier pays, 20 minutes. Ensuite, tu as Hong Kong. Ensuite, il y a les États-Unis. Ensuite, il y a la France. Et voilà, c'est ça, Kamel. C'est qu'en fait, avec toi, depuis qu'on a reçu ton truc, enfin depuis que tu me l'as montré, on est pris dans ce truc-là. C'est-à-dire qu'il y a des super métriques. J'adore l'histoire que tu racontes, mais alors, pour l'instant, on ne voit pas du tout où on veut en venir avec la start-up, mais tant pis. Si tu veux, moi, ce que je ne comprends pas, c'est pourquoi est-ce que tu veux absolument faire du business avec les fashion brands ? Pourquoi est-ce que tu ne continues pas indépendamment, en fait, ton histoire qui a très bien commencé, qui a des super métriques ? C'est une première chose. Deuxième chose, là, tu n'es pas rentré dans un exercice de pitch classique. Elle était super, ton histoire au départ. Mais si tu veux, tu ne donnes pas confiance. Je pense que les gens ici, ils ont adoré ton truc. Ils ont adoré les images. Parce que moi, franchement, allez-y. Hein, les images sont exceptionnelles. Après, c'est un style de photographie. On aime, on n'aime pas. Ça n'a pas la prétention artistique, mais il y a quelque chose effectivement de très humain. C'est entre l'humain, c'est la photo qu'on aurait pu prendre, mais en même temps qui est vachement bien prise et qu'on n'aurait pas pu prendre en fait. Enfin, qui est entre les deux quoi. Et donc il y a quelque chose de très, je comprends que ce soit addictif, je comprends et en plus c'est pas, je comprends, il y a des métriques qui le prouvent. Tu aurais pu te poser la question, qu'est-ce que je veux retirer de ce pitch là aujourd'hui par exemple ? Je veux retirer des feedbacks, des conseils, que les gens m'aident, qu'ils m'aident à trouver un cofondateur. Parce que là, on a senti que tu t'étais pas posé cette question, tu t'es un peu jeté dans le truc. Et je pense qu'il n'y a pas eu de... il n'y a pas de structure dans le pitch et tu n'as pas inspiré confiance. Tu nous fais un peu flipper. Tu vois, c'est un peu... tac, 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 tac. T'es d'accord ou pas ? Qu'est-ce que t'en penses ? Et moi, j'aimais bien l'histoire initiale, c'est sympa. Oui. Et en fait, chez The Family, on a beaucoup de boîtes qui font des produits avec des datas. Et ce qu'elles doivent bosser, c'est l'histoire. Et toi, c'est complètement l'inverse. En fait, l'histoire, c'est bon, elle est bossée, quoi. Tu sais vendre du produit en prenant des super photos et tu parles d'émotions, etc. C'est très clair. En revanche, la data, le business, etc., comme le dit Alice, c'est un truc que tu ne maîtrises pas. Ouais, et donc c'est ça qui manque. Est-ce que je peux répondre à ça ? Et c'est ça qui manque sur le pitch. Ouais. En fait, le pitch est plus long, il y a beaucoup de slides. C'est que j'ai été très long et je n'ai pas maîtrisé la durée. Mais concernant la maîtrise du business model, je connais tous les métriques, je sais exactement où je veux aller. Pour preuve, j'ai rencontré par exemple une personne hyper importante chez The Couples qui a adoré l'application. Je lui ai expliqué, voilà, la plateforme, ça permet aux marques. Et la première chose, d'écrire des histoires, la première chose qu'il m'a dit, mais Kamel, c'est toi et ton équipe qui devez faire les photos. C'est vous les experts du storytelling. Nous, on attend ce genre de choses. Donc le marché, je le connais bien. Les taux de conversion, je les connais très bien. Mais c'est juste qu'en fait, j'étais très long. J'étais un peu troublé aussi parce qu'en fait, pour être honnête avec vous, j'ai préparé ça ce matin. Donc voilà. Donc c'est pour ça que je savais que j'avais peur de toi. Donc, et après, je me suis rendu compte que les slides n'étaient pas dans l'ordre, etc. Donc concernant le business model, le marché est là.
Les métriques, je les connais plutôt bien. Tu peux me poser des questions sur les taux de conversion, sur les taux de croissance, sur la concurrence, il n'y a aucun problème. C'était dans les slides qui arrivaient après. Parce que mon application, je l'ai sortie depuis 2011, je crois, et je connais tous les concurrents. Donc je sais ce qu'ils font. Dès qu'il y a une application mode qui sort, je la télécharge pour la supprimer parce que l'expérience utilisateur n'est pas terrible du tout. Par exemple, il y a beaucoup d'applications qui essaient de mettre des photos freestyle. C'est des photos qui sont volées, par exemple. Les photos, c'est des photos qui posent comme ça. C'est pas les mêmes tailles. Il n'y a pas une expérience utilisateur géniale. Les taux de conversion vont être minables. Je connais tout ça parce que voilà, mais j'ai pas eu le temps parce que j'ai pas formaté ça comme il fallait. Tu as des cofondateurs? Alors j'avais un CTO qui malheureusement n'est plus là parce qu'il a vécu un drame professionnel. En gros, il a bossé comme un taré dans une boîte en espérant une promotion plus une augmentation de salaire qu'il n'a jamais eu. Il a pété un plomb. Il est parti en province. Donc voilà. Donc, oui, je cherche un CTO, si c'est la question. CTO, mais tu as besoin aussi d'un designer. Parce que toi, tu sais faire des photos. Mais il faut maintenant que tu aies quelqu'un qui fasse du design autour de tes photos. Alors, je viens de télécharger ton application. Tes photos sont super. L'application, elle est immonde. Alors, est-ce que je peux mais ça me fait plaisir parce qu'en fait, il me lance et c'est exactement pourquoi je suis venu ici. En ce moment, j'ai rencontré, et je vais terminer juste par ça, je ne vais pas vous prendre du temps, j'ai rencontré par exemple le cofondateur de Vente Privée qui a adoré l'appli et qui me dit Kamel, montre-moi juste comment on passe du storytelling à l'achat, moi ça m'intéresse. Effectivement, j'ai perdu mon développeur et donc je cherche en ce moment un CTO et bien sûr un designer parce qu'en fait, il y a des battles, il y a des concours TechCrunch auxquels je veux participer, il y a des incubateurs, donc voilà. Faire gaffe aussi, il faut faire attention. Là, quand je t'écoute, je vois beaucoup de name dropping. J'ai parlé à The Couple, j'ai parlé au mec, nanana. Et c'est ça, quand je te dis on n'a pas confiance, c'est qu'on se dit le mec n'est pas focus. Parce que là, l'essentiel de ce qui te manque, c'est les compétences internes pour pouvoir avancer droit. Et pas se perdre dans les concours TechCrunch et j'ai parlé à un tel et machin et bullshit en fait. Parce que c'est pas bullshit dans le sens où c'est pas vrai ce que je te dis. C'est bullshit dans le sens où c'est pas ça qui va te faire avancer toi sur ton produit. Tu as totalement raison. Il se trouve que non. Elle a totalement raison. Le truc est le suivant. Lorsque tu perds un CTO et que tu n'es pas un CTO, que tu n'es pas dans la communauté, tu dois assister à beaucoup d'événements. Tu dois essayer de convaincre des gens. Ça prend du temps. Le temps que ça prend, moi je continue à enquêter, à aller voir des gens que je connais personnellement pour sonder. Donc c'est pas une perte de temps parce que c'est des petites choses qu'ils font. Si je trouve le CTO rapidement, il faut qu'ils sachent que voilà, moi j'ai tel objectif. Par exemple, je voudrais sortir l'application fin août parce qu'en septembre, il y a la Fashion Week de Paris, New York, etc. Donc, à bon entendeur, Kamel de Steel and City. Merci pour votre accueil et encore une fois, des grands applaudissements pour Steven. Et voilà. J'ai vu vos produits et je me suis demandé pourquoi vous n'avez pas fait tout simplement une agence de com parce que je sais qu'il y a des agences en ce moment comme We Are Social qui travaillent exactement sur votre domaine et qui font ça sur plusieurs marques et sont les agences qui en ce moment ont le plus de croissance. Enfin, j'ai pas compris pourquoi faire une start-up. Alors, tant mieux pour elle, je vais te raconter une anecdote. Ça va être plus simple. Non, très court. Je suis tout seul, je suis un autodidacte. J'ai pas fait de grandes écoles, j'ai fait des études d'économie, une maîtrise, etc. J'ai rencontré, alors je suis désolé, mais pour que tu comprennes le contexte dans lequel je suis, j'ai rencontré le responsable digital de Louis Vuitton, qui a adoré l'application, qui m'a contacté. Non, mais c'est important parce que ça répond à la question. Et le mec me dit, c'est génial, tu as 5 ans d'avance, ça m'intéresse ce que tu fais, dis-moi tout ce qu'on peut faire, envoie-moi un email et dis-moi tout ce qu'on peut faire. J'envoie un email, une semaine pas de réponse, 2 semaines pas de réponse, 3 semaines, je ne sais pas ce qu'on peut faire finalement à court et à moyen terme. Voilà le genre de rencontre que je fais, c'est malheureux. Donc s'il y a des gens qui veulent bosser avec moi sur l'application, sur autre chose, c'est très bien, mais tu sais quand tu es tout seul et que tu dois tirer du monde avec toi, quand tu n'es pas issu d'un système, c'est pas aussi facile, tu sais. Donc c'est pour ça que je voyage souvent à New York, quoi. Alors, ouais, tu veux dire un truc ? En fait, toi, je fais que des amalgames, hein, mais dans les softwares open source, il y a un gourou. Donc lui, c'est le gourou, et il a besoin d'un CEO, des mecs, de design, de gens autour de lui. Okay, donc c'est ça l'image que vous devez avoir de... c'est exactement ça. Toi, tu es le gourou, c'est bon, tu sais faire le produit, etc. Maintenant, il te faut des gens autour, il faut muscler tout ça, parce que c'est dommage. Tu as une vision et une expertise, mais... tombe pas, encore une fois, j'ai l'impression de parler dans le vent, mais je le répète quand même.
quand je te dis, va pas chercher du fric, ne sois pas dépendant et arrête le name dropping, c'est les mêmes choses en fait. Évidemment, à ton rythme, tu ne peux pas être dépendant du rythme d'un Louis Vuitton. Tu n'es pas dans la même structure et tu ne dois pas dépendre de ça pour avancer. Et tu te focalises pas sur les bonnes choses en plus. Tu n'as pas d'abord le produit qui tue, qui fera que c'est eux qui viendront ensuite et qui n'auront plus le choix de faire appel à toi. Ça ne doit pas être ton objectif court terme. Pour commencer, c'est pas ça l'objectif pour court terme. Pour commencer, et un produit qui déchire, avec une traction exceptionnelle, tu sais pas encore forcément quand est-ce que ça va rapporter de l'argent. Et puis il y a une stat, votre chance de closer un deal quand vous faites de la vente comme ça, avant le 5e rendez-vous, c'est 20% de chance. Donc il faut faire preuve de beaucoup de résilience, faut pousser, c'est un métier à part entière, quoi. Et quand tu es tout seul, que t'es pas un vendeur dans l'âme, que c'est pas ton job, tu vois, ben tu peux t'accrocher. Ok, c'était cool, bravo. Maintenant on va élire. Allez, c'est parti. Alors vous vous souvenez de tous les pitchs ou pas? Donc tous les pitchers on stage, attention, ma scène elle est un peu cassée là, hein, faut faire gaffe. Je sais pas. Alors, vous allez tous nous rafraîchir la mémoire. C'est Tipar. Alors moi c'était Loïc et je présentais Colécule, l'outil de gestion de projet graphique et virtuel et sympa. Moi c'est Philippe, je présentais Whitmate, votre assistant de conduite. Moi c'était Kamel pour Style and the City et merci encore. Moi c'était Adriana pour Find It et Free Your Mind. Moi c'est Graham, on trouve des failles de sécurité avant les pirates. Bon alors maintenant vous mettez l'ambiance, vous mettez pas l'ambiance pour tout le monde, vous choisissez pour qui vous mettez l'ambiance. Il s'agit d'applaudir, de faire des cris et tout, défendez-les. Au hasard, je dis en premier, Kamel. Ok, à toi. Cryptogramme, cryptographe, allez. Ok, la lady. Philippe. Colécule. Bon bah clairement, c'est le cryptographe. On est d'accord? Bravo! Wouhou! Bitch, don't kill my vibe.